Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui vous écoutez notre format court, les Actus Mode de décembre. Cette sélection d'infos récentes nous aide à comprendre les liens entre l'industrie de la mode et les dynamiques sociales et politiques de notre époque. Allez, pour célébrer l'esprit de Noël, j'ai essayé de vous faire une sélection comprenant, quand même, quelques bonnes nouvelles. Elles sont bien minces face aux autres défis abordés dans l'épisode, qui sont, comme par hasard, principalement causés par des milliardaires. Mais elles incarnent tout de même une lueur d'espoir, dans les marges, mais parfois aussi au centre. Car il existe des personnes et des projets qui questionnent la mode et, sans renier son intérêt, voient son profond besoin de changer. Je vous propose d'amener leur énergie en 2025. Mais l'esprit feel good n'est pas pour tout de suite, car on commence avec une info qui a fait bondir Internet. L'influenceuse Léna Situation a collaboré avec Amazon pour sa marque Hôtel Mafouf. Au cas où vous ne la connaîtriez pas, Léna est l'une des influenceuses les plus puissantes de France, avec près de 4,7 millions d'abonnés Instagram et 2,9 millions d'abonnés sur YouTube. Elle est particulièrement appréciée des marques de mode, en France et à l'international, et elle a même lancé la sienne, donc Hôtel Mafouf, qui propose du prêt-à-porter classique. Et pour promouvoir un événement de la marque en décembre, Léna a collaboré avec la méga entreprise Amazon. Avant de continuer, petit disclaimer. En tant que femme racisée et célèbre sur Internet, Léna Situation a été victime de nombreuses campagnes de cyberharcèlement, de discours misogynes et grossophobes, des gens sont allés toquer chez sa grand-mère, ses moindres faits et gestes sont commentés, et elle est critiquée constamment, parfois à raison et souvent complètement à tort, ou avec une forme de satisfaction que je trouve malsaine. Donc ça ne me fait pas spécialement plaisir de la critiquer. Ceci étant dit, ça ne lui donne pas une carte blanche pour collaborer avec l'une des entreprises les plus violentes au monde, le tout alors que sa notoriété lui accorde un statut économique confortable. Car rappelons-le, Amazon est tenu par le milliardaire Jeff Bezos, deuxième homme le plus riche du monde, dont l'entreprise est spécialisée dans la livraison de colis et dont une grande partie des employés travaillent dans les tristement célèbres entrepôts. En plus de son empreinte carbone qui met littéralement en danger l'avenir de l'humanité, soit 71,54 millions de tonnes équivalent CO2 en 2021, j'aimerais vous rappeler quelques faits d'armes de l'entreprise. J'indiquerai mes sources dans la description de l'épisode. Exploitation de travailleurs migrants dans des conditions relevant du trafic d'êtres humains. Évasion fiscale. Interdiction à des travailleurs de prendre une pause pour aller aux toilettes, les forçant donc à uriner régulièrement dans des bouteilles. Entrave aux droits essentiels de se syndiquer. Retenues de paye qui sont de toute façon misérables à travers le monde. En Angleterre, le SAMU a été appelé 600 fois en 3 ans suite à des malaises de travailleurs. Bref, c'est l'exploitation capitaliste dans toute sa splendeur, et je n'ai même pas compté le nombre de gens tués par l'entreprise. Et cet impact, il est bien connu, surtout dans la mode. Ce qui n'a pas empêché l'influenceuse de travailler avec Amazon dans une vidéo, qui est en plus extrêmement gênante. Elle se tient derrière un employé qui emballe des colis tout en se tapotant le poignet, comme s'il devait se dépêcher. Quand on sait que le rythme infligé aux travailleurs d'Amazon est l'un des pires au monde, ce scénario choisi pour la promotion paraît plus que déconnecté. Il est socialement violent. Si 250 000 personnes ont aimé le post, je n'ai vu que des commentaires profondément déçus de la communauté de Léna Situation sous sa vidéo, vraiment par milliers. Cela montre que les gens ne sont pas dupes. Mais pour le moment, aucune excuse ou compensation n'a été proposée. Il semble donc que Léna Situation soit une entrepreneuse comme les autres, et rien de plus. En parlant d'influence, voici une initiative très positive. Vestiaire Collective va lancer un programme de sensibilisation des influenceuses. C'est une nouvelle étape dans sa grande campagne de sensibilisation contre la fast fashion, qui est désormais bannie de la plateforme.
Ce programme encadrera 5 influenceuses au public très différent en leur donnant accès à des masterclass, des cours et des ateliers de plusieurs mois pour comprendre les enjeux écologiques de la mode et ainsi, peut-être, modifier leurs pratiques et celles de leur communauté. Je trouve cette initiative très importante, car comme nous le disions dans notre épisode « L'influence mode peut-elle être éthique ?», il est essentiel que ce domaine extrêmement puissant de la mode évolue, car l'urgence climatique ne nous laisse pas le choix. Je vous invite à écouter l'épisode, mais aussi à suivre Aware Collective, une association lancée par notre invitée Charlotte Lemay, qui se mobilise elle aussi depuis longtemps pour sensibiliser ses collègues influenceuses. J'ai hâte de voir l'impact que ce projet et que celui de Vestiaire Collective auront sur l'influence. D'ailleurs, il est doublement urgent de former les influenceuses et leur communauté, car les médias aussi commencent à être en roue libre quand ils parlent d'ultra fast fashion. C'est Julia Faure, créatrice de la supermarque Loom, qui a lancé l'alerte la semaine dernière. Elle a remarqué que des médias reprenaient les discours de la marque Shein, qui prétend apporter du dynamisme à l'économie française alors qu'elle contribue juste à éradiquer l'ensemble de notre industrie textile et aussi de notre planète. Car cette entreprise a un rythme délirant. Elle propose 300 000 modèles de vêtements par an sur son site et avec Temu, il représente 22% des colis de la Poste. Et pourtant, BFM TV a notamment repris leur communiqué. Mais ils ne sont pas les seuls à brosser la fast fashion dans le sens du poil. L'AFP, ou l'agence France Presse, est également allée à Dublin interroger le PDG de Primark et lui a offert un papier entier sans contradiction. Et ça, c'est vraiment gravissime, car l'AFP est ce qu'on appelle une agence de presse, sorte d'institution médiatique dont les contenus, les brèves et les infos sont repris par des médias à travers le monde qui la voient comme une sorte de référence. Ainsi, ne pas produire un travail journalistique méticuleux, en opposant par exemple du contradictoire face à des entreprises aussi nocives, est un véritable danger pour le droit à l'information. La preuve, les propos du PDG ont été relayés par Ouest France, MSN et des médias belges. Mais ça n'est pas tout. Julia Faure, qu'on remercie pour sa vigilance, a aussi relayé qu'un ancien ministre français, c'est-à-dire un fonctionnaire en théorie au service de l'État, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, a été nommé au sein d'un comité censé apporter des conseils sur l'écologie et l'éthique sociale à Shein. C'est également le cas de l'ancien patron du MEDEF, Bernard Spitz. Ainsi, l'ancien dirigeant de l'un des plus gros ministères de France va apporter son carnet d'adresses et ses connexions pour conseiller l'une des entreprises que la loi française essaye justement de bloquer. Car rappelez-vous, une loi anti-fast fashion spécialement conçue contre Shein avait passé l'Assemblée et devait être discutée au Sénat. Avant la dissolution, merci Macron. Les activistes à son origine essayent justement de relancer son trajet pour qu'elle soit enfin votée, définie et adoptée en 2025. C'est une analyse totalement personnelle que je vous invite donc à prendre avec des pincettes, mais je ne peux pas m'empêcher d'y voir plus qu'une coïncidence de calendrier. En se payant les services de personnalités politiques et économiques françaises majeures, Shein espère-t-il pouvoir influencer sa présence dans notre pays ? À voir en 2025. Dans tous les cas, une marque comme Shein ne se fait pas conseiller en RSE, car elle n'a aucune intention de vraiment se réformer. La seule chose qu'il faut faire avec les entreprises d'ultra fast fashion, c'est de les démanteler. On continue avec un classique de ce podcast, aussi intemporel qu'un jean Levi's produit dans les années 80, le commentaire du mois sur la dernière excentricité de Bernard Arnault. Patron de LVMH et propriétaire de Dior, Givenchy, Louis Vuitton et bien d'autres, vous connaissez la chanson. Et je vous promets, je ne le fais pas exprès, mais à chaque fois que j'écris un épisode du podcast, une nouvelle information sort sur lui. On explorait sa détestation des médias d'investigation dans notre épisode de septembre, puis sa phobie idéologique d'un Premier ministre de gauche dans notre épisode de novembre. En décembre, une nouvelle information est sortie, comme d'habitude sur Mediapart, un des seuls médias à oser enquêter sur le milliardaire et LVMH. Car à l'été 2022, Bernard Arnault a apparemment paniqué à l'idée qu'un député de la France Insoumise arrive à la tête de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Ainsi, les représentants du patron de LVMH ont demandé à Bercy de faire classifier son dossier fiscal personnel secret défense.
le but étant d'empêcher les députés de gauche d'examiner ses finances personnelles en utilisant un dispositif normalement réservé à protéger les intérêts publics de la nation, qui donc ne s'applique pas du tout à une personne, notamment à un patron d'un grand groupe de luxe. Vraiment, sa phobie des personnes de gauche est très développée. Heureusement, la bureaucratie a refusé cette demande absurde et franchement suspecte. Comme quoi, même Bernard Arnault ne peut pas soumettre l'administration française. Dans tous les cas, cette manœuvre donne très envie de s'intéresser au compte d'LVMH et à l'utilisation de l'argent généré par tous ces sacs à main. Terminons quand même avec une bonne nouvelle. Cette année, la lauréate du prix Model of the Year n'est autre que la mannequin Alex Konsani, qui est ainsi la première femme trans à recevoir cette distinction. Outre son travail acharné qui l'a mené à cette célébration, je dois avouer que cette reconnaissance fait chaud au cœur, dans une époque où la transphobie est en hausse, en France, mais aussi bien sûr aux États-Unis, où la Cour suprême débat actuellement de l'accès aux soins pour les mineurs transgenres. Si la question du traitement des personnes trans vous intéresse, je vous invite à écouter notre épisode « Où est le queer dans la mode ?» Dans son discours de remerciement au British Fashion Council, Alex Konsani a rendu hommage aux mannequins transgenres noirs qui ont pavé la voie avant elle et dont les contributions ont été beaucoup moins célébrées comme souvent, à l'image de Connie Fleming, qui a beaucoup travaillé avec Thierry Mugler, ou la géniale Araon Rose Philippe, que je vous invite à suivre. Certes, la représentation ne fait pas tout, comme nous l'avions exploré dans notre long format dédié aux personnes queer. Mais je suis tout de même ravie qu'une personnalité transgenre soit célébrée de cette manière, et je lui souhaite une excellente carrière. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Couture Apparente, et je vous souhaite de très bonnes fêtes et un bon repos. Pour m'aider à faire connaître ce projet indépendant, n'hésitez pas à nous mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre à coutureapparente.podcast sur Instagram et vous abonner à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 21 janvier pour le prochain épisode de Couture Apparente.